je redémarre. On m'a posé une question par mail. Comment on va passer d'une fonction gt, g de t égale f plus xt, et on a une formule de la dérivée calculée dans le point 0 et une question sur la limite t vers 0. Donc il y a une formule bizarre qui apparaît avec un facteur 1 sur t. Je vais aller dans les slides à ce point-là. De quoi il s'agit ici? L'objectif, c'est d'analyser la notion de convexité pour une fonction f à variable multiple. Donc, si je mets une variable s en gras, ça veut dire qu'elle est définie comme un vecteur de n dimensions. Et j'ai cette fonction-là, vous la voyez, g de t égale fx plus x plus ts. Donc là, x, imaginons que pour n égale 2, ça peut être une position sur une carte 2D, latitude et longitude d'un point sur la Terre, si vous voulez. Et f de x peut représenter l'altitude du point donné. Et ici, je me déplace du point x vers le point S. Donc, je fais x plus t égale s. T, c'est un scalaire supérieur ou égal à 0. Et si vous voulez, la fonction g de t va représenter l'altitude. Si vous voulez, excusez-moi, imaginez un bonhomme qui se déplace de x vers s. Et il fait une longueur de pas t. Et g de t, c'est l'altitude après avoir parcouru t mètres, si vous voulez. Après avoir parcouru une distance de t, et ici je veux calculer la dérivée de t par rapport, la dérivée de g par rapport à t. Et ici en fait j'ai appliqué la définition de la dérivée à une seule dimension, mais je passe de plusieurs dimensions à une seule dimension par l'introduction de ce paramètre t. Et lorsque je calcule g' de 0, la définition de la dérivée d'une fonction, quelle que soit la fonction, c'est quoi? Généralement, si j'ai une dérivée, si je veux dériver la fonction par rapport à 0, je calcule la limite de t lorsque t converge vers 0, la limite de quelle fraction? La différence entre, si vous voulez, g de t et g de 0, parce que ici f de x c'est g de 0 et ça c'est g de t. Et cette différence-là, elle est divisée par t. Vous m'avez suivi? Est-ce que je peux reformuler les choses? Oui? En fait, c'est... Oui? Donc, si vous êtes habitué avec la notation delta, en fait, je ne sais pas si dans mes notes je donne... Est-ce que c'était plus clair si j'avais la définition d'une dérivée? Est-ce que j'ai une autre définition? C'est pas la première fois que j'utilise, je me permets de parcourir les slides. Par exemple, est-ce que la dérivée de cette fonction par rapport à x, est-ce que ça c'est plus clair ou c'est pareil? Oui. 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 J'essaie de donner un exemple. Tac, donc j'essaie de faire une petite figure. Oui, je vous écoute. C'est tout à fait ça. Oui. Oui. Tout à fait. Oui. Donc, j'ai une fraction. En haut, c'est la différence au niveau de leurs données, de l'axe Y. Et en bas, le dénominateur, c'est la différence sur l'axe X. Oui, c'est ça. Donc,
j'essaie d'imaginer une fonction, excusez-moi, imaginons ce type de fonction, d'accord? Et je veux calculer la tangente, ce que vous appelez la tangente, mais quelle est l'idée? Par exemple, si je prends ce point-là et ce point-là, donc ici, comment écrire, excusez-moi, par exemple, je peux avoir f de t, par exemple g de t, imaginons que g de t, c'est, imaginons que g de t, c'est ce point-là. Disons que j'ai g de t ici, excusez-moi, vous comprenez, disons, ce petit carré, c'est sur l'axe y, c'est g de t, et sur l'axe x, excusez-moi, comment dire, sur l'axe x, c'est, disons, je veux calculer, je m'exprime comme ça, je vais dire que ici j'ai g de 0, ce point-là, donc il y a une certaine altitude, axe y ou ordonnée, et je peux avoir un autre point qui est g de t. Alors, ici je vais zoomer un peu et disons que le point g de t se trouve ici. D'accord? Quelle est la logique de ça? Donc ici, pour le premier point, si vous voulez, ici, sur l'axe X, comme je parle de 0, ici c'est au niveau de l'axe X, je suis à 0. L'autre point, ici, sur l'axe X, c'est T. OK? Donc, et sur l'axe Y, j'ai G de 0 pour le premier point à gauche et G de T pour le deuxième. Et là, si je commence à zoomer, c'est comme ça qu'on calcule la dérivée. Il y a deux choses ici. Je veux, si vous voulez, avoir la pente je vais faire un rouge. Si vous voulez, je veux avoir un peu cette pente-là qui n'est pas toute droite. Cette pente-là, il y aura quoi? Quelle est la distance? Si vous voulez, je vais faire une toute petite ligne un peu plus fine. Cette ligne-là, est-ce que vous voyez quelle est sa longueur? Oui, c'était cette ligne-là. Oui, c'est g de t moins g de 0. Donc du coup, grosso modo, la dérivée, ça veut dire cette zone, cette ligne oblique rouge, ça va être gt moins g0 sur t moins 0. Et c'est ça la dérivée parce que quand on fait converger t vers 0, si ce n'était pas une ligne droite ici, quand je converge t vers 0, ça va ressembler à une droite. Parce que ça va être si petit qu'il n'y aura pas de variation autre que linéaire. Oui, oui. Oui. Là. Ah, après. Ici. Ah, je vous entends plus. Vous êtes toujours là? Ah. Ici. En fait, ici, je développe. Je vous écoute, oui.
C'est bon? Donc ici, je développe x vecteur, x plus ts comme vecteur, et ça me donne n cases, un vecteur à n cases. Donc du coup, je calcule la dérivée. La deuxième question, c'est de développer la notion de matrice hessienne et valeur propre. Là, cette histoire est beaucoup moins intuitive que la notion de dérivée. Mais généralement, si j'ai une fonction, vous voyez, définie sur des vecteurs de taille n, si je calcule son gradient, ça veut dire c'est quoi le gradient? C'est un tableau, un vecteur de n cases, et à la case i, je mets la dérivée de la fonction par rapport à la variable xi. D'accord? J'ai n cases. Ça, c'est le gradient. La matrice hessienne, c'est quoi? Je prends chaque valeur du gradient pour chaque case i, qui c'est une fonction aussi, parce que je dérive une fonction, j'obtiens une autre fonction. Et je dérive encore une fois par rapport à un j, avec j de 1 à n. La matrice hessienne me donne une matrice de taille n fois n. Donc dans les slides, j'ai dû décrire un peu avec des formules tout ça. Donc là, si vous regardez au niveau des slides 15-16 dans les notes, ici, quand vous voyez des trucs genre df, dxi, dxj, dxi, ça veut dire que je dérive la fonction d'abord par rapport à xi et par la suite par rapport à xj. Bon, et l'idée c'est que si jamais la matrice hessienne est semi-positive définie au SDP, la fonction est convexe. Pourquoi? Parce que si je calcule, c'est la même fonction que tout à l'heure, g de 0, mais avec un calcul un peu plus complexe. Bon, c'est une généralisation quand même. Si je calcule la deuxième dérivée dans 0, ça aurait pu être la même fonction. Je me retrouve avec une valeur de cette nature-là. Bon, c'est du calcul matriciel. Bon, grosso modo, je veux que ça soit positif, parce que j'ai déjà décrit dans la première moitié des slides que si jamais la deuxième dérivée est positive, ça veut dire supérieure ou égale à 0, ma fonction est convexe. Donc ça me donne la première question qui caractérise la notion de matrice SDP. Donc la question est posée comme ça dans les slides. Comment caractériser une matrice H telle que l'inégalité que je souligne ici soit satisfaite quel que soit le S vecteur de taille n. J'ai ça. Et on appelle une telle matrice semi-positive définie ou SDP. Pour faire simple, imaginons ce qui se passe si jamais je suis en dimension n égale 1. En une seule dimension, ici ça c'est un tableau, ça c'est une matrice, ça c'est un tableau transposé, un vecteur transposé. Si jamais je suis en dimension 1, ça revient à dire quoi? Ça devient à dire que h s carré est supérieur ou égal à 0. Vous me suivez? Ou pas trop. C'est un sujet assez complexe. En fait, si en dimension 1, n égale 0, quelle valeur h permet de dire, donc je me place dans quel h me garantit que h s carré supérieur ou égal à 0 pour tout s. Pour tout s réel. Ouais. Du moment où j'ai s au carré ici, ça veut dire que ce truc il est positif. Donc du coup, positif ou égal à 0, d'accord? C'est bon, une question, une remarque, ou j'ai zappé quelque chose?
Donc H, oui, H doit être supérieur ou égal à 0. Si H est supérieur ou égal à 0, j'écris comme ça, si H est supérieur ou égal à 0, alors HS carré sera toujours supérieur ou égal à 0 pour n'importe quel S, si vous voulez. Pour n'importe quel réel S. On est d'accord? Après, que se passe-t-il si j'ai n égale 2? Si j'ai n égale 2, pour n égale 2, je reprends donc la formule qui m'intéresse, c'est celle-là. Okay? Mais je vais l'écrire d'une manière plus visible pour que chaque terme de la chose soit visible. Comment ça marche? S, ça va être un truc à deux dimensions que je vais écrire comme S1, si vous voulez, et S2. C'est un tableau en vecteur à deux dimensions. Ok. Et S transposé, ça veut dire que S transposé, ça va être S1, S2. Du coup, je veux écrire ça, développer ça si vous voulez. Je veux avoir quelles conditions? J'écris S1, S2 multiplié par, et là je commence à écrire la matrice H comme ça, H11, H12. Elle doit être symétrique. La matrice 2 fois 2, H21, H22. Tout ça multiplié par S1, comme ça, S2. Donc je veux que ce truc-là soit supérieur ou égal à 0, vous m'avez suivi. Donc du coup, les mathématiciens se sont posé la question suivante. En dimension 1, vous avez vu tout de suite, si H est supérieur ou égal à 0, c'est bon. En dimension 2, comment caractériser les valeurs H? Ouais, la matrice est symétrique. Comment caractériser les valeurs H11 et tous les termes que vous voyez ici pour être sûr que cette condition soit satisfaite pour n'importe quel S1 et S2? Ça a été un problème mathématique plus compliqué. C'est vraiment pas simple. Là, vous pouvez faire une pause si vous suivez à distance, parce que je m'amuse à calculer ça. Bon, je ne sais pas comment dire. Si vous demandez par exemple à ChatGPT de développer ce calcul-là, il va le faire. Mais je vous dis déjà ce qu'il va trouver. Ce gros produit-là, c'est vraiment facile à développer étape par étape, mais ça donne quoi? Je vous dis ce que ça donne. Ça donne H1 S1 au carré plus 2 H12 fois S1 fois S2 plus H22 S2 fois S2 au carré. Et je veux que cette somme soit supérieure ou égale à 0. Okay. Et là, la chose est un peu compliquée. Comment caractériser ça? Vous comprenez que c'est pas facile, mais je vous simplifie un peu la vie pour essayer d'avoir une certaine vision dans la chose. Imaginons que j'avais disons que si la diagonale vaut 1, que se passe-t-il? Si la diagonale vaut 1, je me retrouve avec une condition, vous comprenez, ça c'est 1, ça c'est 1. Vous me suivez, je peux continuer? Je suis pas loin de finir. Je me retrouve, je veux que S1 au carré plus 2 H12 S1 S2 plus S2 au carré soit supérieur ou égal à 0. Et là, bon, je sais pas, est-ce que vous avez une intuition
je simplifie le problème. Je veux juste avoir, à votre avis, pour quelle valeur de H1,2 cette condition sera satisfaite. Par exemple, mais pas seulement. Que se passe-t-il si H1,2 vaut 1? Juste pour avoir une certaine compréhension. Ça veut dire, j'essaie de présenter la chose par exemple, contrairement au slide. C'est ça. Oui, tout à fait. Si H1,2 égale 1, cette formule devient S1 plus S2 au carré supérieur ou égal à 0. Donc vous comprenez que pour H1,2 égale 1, la propriété souhaitée est satisfaite. Parce que ça, c'est toujours positif. Ok, si H1,2 vaut moins 1, que se passe-t-il? C'est ça, S1 moins S2 au carré. Et donc du coup, je suis aussi satisfait, pardon. Je suis un homme. Du coup, là, si j'ai moins 1 inférieur ou égal à H1,2 inférieur ou égal à à 1, que se passe-t-il? En fait, si c'est comme ça veut dire que si vous suivez la vidéo à distance, vous pouvez regarder à tête reposée pour faire le calcul, mais si jamais H1,2 s'est intégré, il s'est borné entre moins 1 et 1, pardon, donc les deux valeurs que j'ai considérées ici, dans ce cas-là, cette expression-là, donc je l'appelle l'expression étoile, je vais dire l'expression étoile sera, vous avez une intuition, ça donne quoi? Qu'est-ce que je peux manipuler? Je vais écrire comme ça, je prends l'expression. Ok. Et en fait, je dis que ce terme-là, il est borné entre moins 1 et 1. Ok. Je vais écrire comme ça. Si H1,2 c'est dans l'intervalle, j'écris comme ça, moins 1, 1, alors ce terme-là, il va appartenir à quel intervalle? Donc, j'oublie le 2 si vous voulez, d'accord? Vous me suivez? Donc, si j'ai H1,2 entre moins 1 et 1, pardon, désolé pour mon accent. Donc, j'ai un truc qui peut avoir n'importe quelle valeur de moins 1 à 1, et je me le multiplie par un truc. Ici, S1, S2. C'est pas clair que ce produit-là sera dans l'intervalle moins S1, S2 plus S1 fois S2.
Pourquoi? Pour simplifier la notation, si j'ai un x multiplié par un z, ok, et x, sa valeur peut varier de moins 1 à 1. C'est pas clair que x fois z sera dans l'intervalle moins z plus z. Oui, donc je me retrouve avec ce terme-là sera dans ce truc-là. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir dire que l'expression étoile, donc l'expression étoile c'est celle-là, elle va donner, je recopie l'expression et je vais dire qu'est-ce que je fais. Ici je mets moins 2 parce que c'est le moins 1. Ça c'est donc vous comprenez, je fais comme ça. J'ai ça inférieur ou égal à là, vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc l'expression étoile dont je parle, elle est encadrée par ces deux trucs là. Ça c'est mon expression étoile, encadrée par ça et par ça. Et on vient de discuter. Ça c'est égal à, ça correspond à h en 2 égale moins 1. Et ça c'est un carré, on l'a déjà vu. Donc ça c'est égal à S1 moins S2 au carré. Ça c'est la fonction qui m'intéresse. Et ça c'est égal à S1 plus S2 au carré. Donc du coup là, la fonction qui m'intéresse, l'expression étoile, que je voudrais que ça soit supérieur à 0, elle se trouve encadrée par ces deux valeurs. Ce carré là, pardon, excusez-moi, j'ai perdu. Donc l'expression que je veux, sur laquelle je veux agir, elle sera encadrée par ce carré là et ce carré là. Donc elle sera positive pour n'importe quel h en 2 qui vérifie cette formule là. Donc je ne sais pas si vous trouvez ça plus ou moins spectaculaire, mais je viens de prouver que cette expression elle est toujours positive pour n'importe quel h en 2 entre moins 1 et 1. Oui, merci beaucoup, compris entre moins 1 et 1. Donc, si vous voulez, pour ce cas de figure, je viens de décrire l'ensemble de variables h en 2 qui permettent à cette expression, qui est la deuxième dérivée, d'être positive. Et après, il y a plusieurs définitions formelles pour la notion de matrice SDP. Je vais juste donner quelques-unes très très rapides. Donc, je simplifie la question. J'ai dit que je mets la valeur 1 sur la diagonale. Quelques propriétés sympas. Une matrice 2 par 2 est SDP si sa diagonale est positive et son déterminant est positif aussi. Et on peut vérifier, le déterminant c'est ce terme-là, c'est ce terme-là fois ce terme-là, moins ça, fois ça. Donc le déterminant
est 1 moins h en 2 au carré. Donc, comme par miracle, vous observez que dans quelles conditions j'ai ça positif. C'est pas h en 2 compris entre moins 1 et 1. Donc, je veux avoir ça supérieur ou égal à 0, d'accord? Oui, c'est équivalent à h en 2 au carré inférieur ou égal à 1. Donc après, vous pouvez voir, cette formule elle est satisfaite uniquement par n'importe quel h en 2 inférieur ou égal à 1, si vous voulez, en valeur absolue, ou autrement dit, compris entre moins 1 et 1. Donc comme ça, dans la littérature, il y a plusieurs définitions équivalentes de la notion de matrice SDP. Une de ces définitions, c'est d'avoir toutes les valeurs propres positives. Mais derrière, il y a toute une théorie mathématique que je n'ai pas le temps d'aborder là dans ce petit regroupement. Mais j'ai essayé de donner une image de cette notion, un peu par exemple, de présenter la notion par exemple. Dans les slides que j'ai partagés avec vous, vous avez des descriptions, disons, plus techniques. Mais voilà, avec des compositions assez complexes. Mais ce n'est pas l'objectif du regroupement. Que pensez-vous? Vous auriez une autre question sur ce sujet? Donc, vous voyez un peu la difficulté du problème. Imaginez qu'on doit faire résoudre le même problème pour n'importe quel H1 et H, pour n'importe quelle diagonale, vous comprenez? Non, là c'est complexe. Je vais présenter bientôt vite fait, si vous me donnez encore des minutes, disons. Peut-être encore une fois, pas encore une fois, mais je peux donner un exemple pour voir comment on peut tomber sur cette matrice hessienne au niveau des calculs. C'est grâce à une autre question qu'on m'a posée. Mais je ne sais pas si vous auriez, vous, d'autres interrogations, d'autres remarques. J'ai parlé un peu trop. Oui, on peut l'écrire. Oui, il y a ce type. Oui, oui, c'est ça, oui. M, c'est le H dont on a parlé tout à l'heure. Il y a ce type de décomposition calculée par les matheux, si vous voulez. Oui, oui, et ça s'appelle la décomposition en valeur propre. Oui, vous demandez, vous tapez sur Google décomposition en valeur propre, il y a beaucoup de sujets. Après, comment on arrive à tomber sur ce H? Si vous me donnez encore quelques minutes, je profite. Quelqu'un m'a posé, quelqu'un m'a posé une question par mail. Donc, mais bon, ici c'est un peu plus dur à. Est-ce que vous voyez bien l'écran? C'est peut-être pas si clair que ça. Est-ce que vous voyez les formules en bleu foncé? Donc votre collègue ici, il me pose une question, il a appelé les variables bêta 0, bêta 1. Bon. Et il a défini ici cette formule, ça reprend le slide 2 ou 3, où
on avait grand Y, grand YI, et je pense que j'avais noté XI aussi, mais au lieu de bêta 1, j'avais A. Mais bon, j'ai cette formule-là, au carré, et lui, il veut prouver que cette fonction est convexe. Les deux variables sont bêta 1 et bêta 0. Vous vous suivez? Donc, ce qu'il a écrit ici, c'est tout à fait correct. Ça veut dire qu'on peut montrer, grâce à la matrice hessienne, que cette fonction est bien convexe. Donc, une fonction convexe possède une valeur minimale. Si vous avez une fonction convexe, ça veut dire que si vous faites tomber une goutte d'eau, si vous voulez n'importe où sur le graphique de la fonction, la goutte d'eau va tomber dans le point minimal. Et pour ça, il a besoin de prouver que la matrice calculée est semi-positive définie sur R carré. Donc n égale 2, comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Ok, donc il va trouver grâce au gradient d'abord ce minimum. Donc en premier, il a tout à fait raison. En premier lieu, les dérivées partielles de phi par rapport à bêta 0 et bêta 1. Je vais sauter ce point-là. Donc, mais je vais me focaliser sur le calcul du gradient et de la matrice hessienne. D'abord, il fait les calculs des dérivées. Ici, c'est un calcul vraiment... on peut voir si c'est tout à fait correct ce qu'il a écrit. Ça a l'air assez complexe. Donc, je veux dériver ce truc-là. Et je vais essayer de dériver. Ouais, ici, il dérive vis-à-vis de bêta 1. Je vais essayer de vérifier le calcul avec vous. Donc, je reprends. J'ai YI, moi, j'écris comme ça, bêta XI, moi, bêta 0. L'autre, c'est bêta 1. Je me permets d'écrire BI, ça vous va? BI, ça veut dire bêta, d'accord? Vous me suivez? Et on va voir si son calcul est correct. Donc bêta pour B pour bêta. Et ici, pardon, c'est bêta 1 ici, fois xi. Donc je viens de recopier la formule que vous voyez en haut. Tout ça c'est au carré. Et c'est une somme sur i de ça. Quand je développe ça, ça me donne yi au carré. C'est assez complexe. On doit faire ça au carré. Donc chaque terme au carré. Plus b1 au carré, x1 au carré, plus bêta 0 au carré, plus, après 2 par 2 chaque terme. Qu'est-ce que ça me donne? Si vous voulez, moi, 2 yi, bêta 1, j'écris comme ça, bêta 1, xi, moi, 2 yi, bêta 0, plus bêta 0, bêta i fois xi. Vous me suivez? Bon, j'espère n'avoir commis, j'espère qu'il n'y a pas de faute. Et je vais vérifier si la dérivée de ça, c'est la même que ce qu'il a obtenu. Donc, lorsque je dérive par bêta 1, qu'est-ce que se passe? Où est-ce que je vois bêta 1 ici? C'est ici. Bêta 1 au carré, x1 au carré. Bêta 1 au carré dérivé, ça me donne donc dérivé vis-à-vis de bêta 1. Bêta 1 au carré, vous savez, dérivé bêta 1 au carré, vous me dites vite fait. Ok, 2 bêta 1. 2 bêta 1, x1 c'est un paramètre. C'est xi d'ailleurs, excusez-moi, mais c'est un paramètre. 2 bêta 1 xi. Ok, bêta 1 ici, bêta 1 n'apparaît pas. Où est-ce qu'il apparaît bêta 1 ici? Ici. Ici c'est linéaire. 2yi xi. Et je vois bêta i ici. J'ai plus bêta 0 xi.
Bon, je vais... À chaque fois, il est en 2, excusez-moi. Oui, en 2 partout. Donc, ok. Ce qui me donne, je mets le facteur 2. Qu'est-ce que j'obtiens? 2 multiplié par quoi? xi, le premier terme, moins yi plus bêta 0. Ok. Et si vous regardez ce qu'il a obtenu ici, c'est pareil en fait. Parce que je peux écrire ça comme moins 2 et suivez-moi, moins 2. Je n'ai qu'à réordonner ça. Moins 2, yi, excusez-moi, 2 bêta 0. Je me suis trompé quelque part. Oui, vous avez raison. Oui, excusez-moi. B1, ici quand j'avais B... Le bêta 0, il est légitime là. Oui, il manque 2B1 xi. Oui, excusez-moi. Il manque le B1 xi ici. Excusez-moi. Oui, je l'ai perdu. J'avais perdu le B1. Merci beaucoup. Donc, si je réarrange le terme, ça me donne moins yi plus bêta 1. Donc, oui. Donc, moins yi, mais il a mis le moins 2 devant toute la fraction. Moins bêta 1 xi, moins bêta 0. Et j'obtiens la même formule que lui. Et tout ça, vous voyez, suivez-moi. Ah, quelqu'un, un de nous s'est trompé. Peut-être moi, parce que j'ai oublié de xi. Oui, bien sûr. Ici, j'avais bêta 0 xi, bien sûr. Merci beaucoup. Bêta 0 xi, je l'avais ici. Parce que sur 2 bêta 0 xi, ça vient de ce terme-là. Donc, xi, il était bien là. Au niveau de... Ah, c'est plus compliqué. Au niveau de... Ici, c'était bêta xi au carré. Ah, corrigez-moi. Lorsque je dérivais ça. Oui. J'avais xi au carré ici que je l'ai perdu. Ah, ok. Et le terme au milieu de... si je suivais moi, peut-être que j'ai perdu des xi quelque part. Moins 2yi. Ici 2xi. J'ai un seul doute. J'ai un seul doute sur... ici, j'ai yxi. Oui, oui, vous avez raison. Oui, je vais oublier celui-là, oui. Ok, merci, oui. Donc, quelqu'un qui va suivre ça à distance va pouvoir me corriger. Excusez-moi, je ne suis pas un robot. Donc, oui. Ça me paraît crédible. Après, je ne sais pas si c'est la peine, on n'a encore pas beaucoup de temps de calculer la dérivée par rapport à bêta 0, mais lui, il trouve ici une certaine symétrie. Ça veut dire en fait, pour lui, bêta 0 et bêta 1, il y a une certaine symétrie. À vous de voir si vous avez le temps qu'on calcule et qu'on vérifie ce qu'il a trouvé ou pas. Vraiment, à vous de voir. Vous pouvez me dire oui ou non. Vous avez le temps. Ok, donc dérivée vis-à-vis de B0. Je m'excuse si jamais je fais des fautes, n'hésitez pas à m'interrompre.
Ce terme-là, dérivé par rapport à B0, ça fait rien parce que, d'accord, le B0 n'apparaît pas. Ici, je vais me retrouver avec un 2 fois B0. Ici, j'ai pas de B0, mais ici, j'ai moins 2Y, moins 2YI, et le dernier terme, 2BIXI. Qui apparemment, c'est un peu plus facile, parce que je peux faire moins 2 fois YI, moins BIXI, donc ce terme-là, il apparaît avec un plus ici, mais le plus s'annule parce que j'ai le moins d'ici multiplié par le moins d'ici. Et encore une fois, qu'est-ce que j'ai pas mis? Moins B0 pour revenir au premier terme. 2B0, je l'ai mis à la fin. Et je suis tombé sur sa formule 2, qui me paraît, comme vous pouvez le constater, correcte. Des questions, des remarques? On va continuer. Donc, en fait, on a dérivé par B0 par B1. Je calcule la matrice hessienne. La matrice hessienne, je vais écrire comme ça. H, ça va donner quoi? Le H dont on a parlé tout à l'heure. J'écris juste D pour dire dérivé, vous comprenez? J'ai DB1. Ou je sais pas, il a fait peut-être... oui, ouais. Il a écrit ici 2, ça c'est le terme en haut à gauche, 2 fois dérivé par B1. Donc moi j'écris DB1, DB1. Après, le terme au milieu, en haut à droite, c'est DB1, DB0. Cette matrice est toujours symétrique, donc je peux avoir DB1, DB0, et ici DB0, DB0. J'espère que vous m'avez suivi. Ça veut dire, des questions, des remarques. Donc, si ça, c'est DB1, et je dérive encore une fois par B1, pour calculer le terme en haut à gauche, je me retrouve avec, donc je dérive ça, le seul terme ici qui implique B1, c'est ça. C'est le seul. Donc, je la dérivais de ça par rapport à B1. Les deux mois s'annulent. Quand je dérive par B1, je me retrouve avec 2x1. C'est pareil, il a fait la somme sur n. Je simplifie la somme sur n, on l'oublie, mais c'est juste une somme sur n. Donc, j'ai tombé sur 2x. 2. Pourquoi au carré? J'ai oublié moi un carré quelque part ou lui il a trouvé xi au carré. Ah, ici c'était, excusez-moi, je pense qu'on avait mal calculé ici. C'était bêta 1 x1 xi. Ça vient de ce terme-là. 2b1 xi au carré. Et quand je dérive ça vis-à-vis de b1, le xi au carré, il reste. Donc, ici, j'aurais dû écrire comme ça. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Donc, oui, le xi au carré, il est légitime. Ça vient de ce terme-là. Ah, pardon. J'espère n'avoir pas trop oublié des choses. Ok, donc, désolé, ça c'est au carré. On confirme. En bas à droite, il a mis, donc j'écris ma matrice. En bas à droite,
il a calculé, je dérive deux fois par rapport à B0. Ok. Et donc je dérive moins 2 fois B0 par rapport à B0. Ça me donne moins 2. Plus 2, pardon. C'est bon? Lui, il a fait somme sur n, ça lui donne 2n, d'accord? D'accord. Des questions, des remarques? Non, non, c'est 2 fois n. C'est 2n. Parce que ici, 2 fois somme sur n. Et moi aussi, j'ai une somme sur n. Mais j'ai ignoré la somme pour simplifier les calculs. Chaque terme vaut 2. Et si j'ai une somme de n termes, chaque terme vaut 2, lui il tombe sur 2n ici. Ah oui, l'ordre du calcul n'est pas le bon. Il a calculé d'abord le terme en haut à gauche et je le suis. Par la suite, je calcule le terme en bas à droite. Oui. Ouais, donc donc ça c'est le terme, si vous suivez ma souris, le terme en haut à gauche. Ça c'est le terme en bas à droite. Et là, il faut calculer les termes diagonaux. De questions, des remarques, n'hésitez pas à tout vérifier. Vous êtes toujours là, c'est bon? Je suis sur le point de finir. Par contre, là où je suis pas d'accord avec lui, c'est lorsque le dernier terme il dérive par rapport à B1 ou par rapport à B0, il y a un théorème qui dit que ces deux termes de toute façon sont égaux. Donc que je dérive d'abord par rapport à B0 et ensuite par rapport à B1 ou l'inverse, ça donne la même chose. Il trouve 0 dans les deux cas. Là, je dois avouer que je ne suis pas d'accord avec lui. Pourquoi? Ça, c'est la dérivée vis-à-vis de B1. Et là, je dérive par rapport à B0. Ça me donne quoi? Il y a un B0 ici. Donc, c'est pas 0. Pour moi, c'est 2xi. Ici. Parce que ce terme-là, c'est... ok. Oui, c'est la dérivée de moins B0 fois moins 2xi. C'est B0 fois 2xi. Et je dérive. Et juste pour voir si ça c'est la dérivée par rapport à... pour vérifier. Ça, c'est la dérivée par rapport à B0. Et je dérive là par rapport à BI. Miracle. Enfin, il y a un théorème qui dit ça. Je tombe encore une fois sur 2xi. Parce que j'ai ici le terme BI. Ouais, et j'ai 2i. Donc pour moi, la matrice hessienne, c'est ça. Du coup, c'est pas tout à fait la même. Regardez ce qu'il a trouvé lui ici. Il a inversé. Bon, non, ça va pas. Ah, peut-être qu'il a aussi inversé. Peut-être qu'il a. Peut-être. Ah oui. Excusez-moi, oui. C'est pareil, mais bon, il a inversé le 0 et le 1. Ça ne change rien dans la matrice parce que hum, c'est. Comment dire. Si une matrice est SDP, on peut réordonner les lignes et les colonnes et elle reste SDP.
parce que c'est juste un changement de variable quand je fais tous les calculs. Mais en tout cas, vous voyez, lui, on trouve les mêmes termes sur la diagonale, mais au lieu d'avoir 0, j'ai autre chose, moi. Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui? Ça, c'est une matrice définie positive, car elle est diagonale, c'est pas vrai. Mais bon, c'est vrai, si elle était diagonale, les valeurs propres d'une matrice diagonale sont les termes sur la diagonale qui sont positives. Et il conclut que nous avons une fonction convexe sur R carré qui admet un minimum même global. Là, je suis d'accord avec lui. Si jamais la matrice est SDP, il y a un minimum global. Par contre, la vraie matrice, je suis assez sûr de moi, c'est ça. La vraie matrice SIN avec somme sur I. Et les SDP aussi. Pourquoi? Parce que j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai encore le texte, je l'ai peut-être effacé, mais si revenez dans l'enregistrement, revenez une vingtaine de minutes en arrière, une matrice SDP 2x2 et l'SDP si les valeurs diagonales sont positives, les valeurs, pardonnez-moi, diagonales sont positives, de toute façon, là il a raison, et ça c'est positif, ça c'est positif, et la deuxième condition c'est que le déterminant doit être positif. On a parlé de ça. Et le déterminant, c'est le produit des valeurs diagonales qui me donne 4xi au carré, moins le produit des valeurs non diagonales qui me donne 4x au carré moins 4xi au carré. Le déterminant, nickel, c'est 0. Vous m'avez suivi? Donc, déterminant 0, dans ce cas-là, la matrice, elle est quand même SDP, c'est défini positif, comme il dit. Même s'il y a une erreur de calcul, la matrice reste SDP, la fonction admet un minimum global. Après, je ne veux pas trop déborder sur votre temps, mais par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de... Je vais vérifier plus tard les autres calculs parce qu'il y a trop de détails à partir de là. Mais pour trouver cette valeur minimale, il faut trouver le point où le gradient s'annule. Donc, pour annuler le gradient, il faut que ces deux formules 1 et 2 soient égales à 0. Mais là, il y a une somme sur n. Il développe ici, je lui fais confiance. Parce qu'en fait, il a fait une erreur qu'au niveau de la dérivée de deuxième degré. Mais le gradient, il était correctement calculé, donc je pense que on peut vérifier. Donc, par exemple, la deuxième somme, elle est un peu plus facile. Il faut que ça soit égal à 0. Ça donne un système d'équation, oui. Il a oublié le 2, enfin il n'a pas oublié, il a tout simplifié par 2. Je dois minimiser un peu le texte pour que vous puissiez voir les deux formules en même temps. Donc bon, il y a des calculs assez durs à suivre peut-être, comme nous sommes à la fin. Donc cette fonction, la 2 doit être égale à 0. Et quand il développe ça, c'est somme des y. Il a simplifié tout par moins 2. Par exemple, somme des y moins somme des x, i, b1, moins n, b0, c'est correct. Et la première, somme de x, i, y.
Ça me paraît correct. Bon, vous pouvez vérifier à tête reposée. Je ne sais pas, un système d'intelligence artificielle peut vérifier les calculs, mais il a pris ces deux équations et il les a réécrites. Il a simplifié par -2 parce qu'on doit tomber sur 0. Et on a trouvé que le système qui minimise la chose, il faut trouver le bêta 0 et le bêta 1 qui vérifient ces deux équations-là. Et là, nous sommes quand même dans un système, même si ça paraît complexe et lourd comme ça, c'est quand même, j'ai deux équations et deux variables. D'accord, c'est... Par la suite, si vous voulez, je pense que c'est quand même un calcul de... J'ose pas dire niveau collège parce qu'il y a trop de formules, mais j'espère que vous me suivez. J'ai deux inconnus et deux équations. Ça se résout ça. Et voilà, il trouve ça. Je ne sais pas si vous voulez, je peux encore aller plus en détail, mais jusqu'ici c'est bon. Après, il faut juste calculer le bêta 0 et le bêta 1 qui résout le système. Mais ça, c'est une tâche qui n'implique pas beaucoup de notions plus complexes que ça. Que pensez-vous? Voilà, il m'a donné du travail. Oui, oui, il aurait pu résoudre le système grâce aux déterminants et tout, mais en fait, il a été astucieux. Et au lieu d'utiliser des formules, il s'est juste arrangé pour, je pense, pour éliminer des variables. Vous voyez ce qu'il a fait? Parce qu'on peut soit appliquer les formules officielles, mais regardez, vous avez ça. Ce qu'il a voulu faire ici, si vous voulez, il a multiplié la première équation par n. Donc je peux vérifier et le calcul est correct. Et vous voyez, ici j'ai un truc moins n et une somme qui implique B0 et ici plus n, une somme qui implique aussi B0 mais avec plus. Et quand il a additionné les deux, B0 disparaît. Et lorsqu'il c'est fastidieux, lorsqu'il fait l'addition de tout ça, il trouve sa valeur là, je pense que c'est correct. Mais vous voyez, on peut être un peu astucieux. Il a éliminé B0 pour trouver B1 sans faire trop de calcul matriciel. Vous voyez? Et après, ça me paraît, je pense que c'est crédible. Je vais vérifier à tête reposée. Mais il a obtenu des valeurs qui me paraissent tout à fait cohérentes. Je ne peux pas comme ça vérifier. Je trouve que c'est pas essentiel non plus pour vous de passer beaucoup de temps sur. C'est vraiment le dernier calcul le plus, disons, prosaïque. Ça n'a pas d'impact sur la compréhension de notions d'optimisation. C'est juste. On doit faire attention à bien trimballer toutes les expressions et de récupérer le bêta 1 lorsqu'on fait la somme. Autant que je puisse voir, ça paraît correct. Des questions, des remarques, c'est le D. Ah oui, donc je vais garder même l'enregistrement peut-être pour d'autres années, parce que c'est un exemple à calculer jusqu'au bout. Oui, c'est intéressant. Donc, est-ce que vous auriez d'autres choses à me dire? J'arrête peut-être l'enregistrement, c'est bon.